Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à une compétition à laquelle j'ai assisté par hasard, une compétition d'ultra trail. Alors l'ultra trail, c'est ces courses qui dépassent la distance classique du marathon, donc qui dépassent 40 km et qui des fois dépassent aussi les 80. Donc on trouve des fois des distances de plus de 100 km, 100, 120, 150, 160, là c'était une distance de 117 km. Alors imaginez courir d'une traite 117 km, c'est assez impressionnant. Et quand j'ai vu l'arrivée, alors vous voyez l'arrivée, je suis arrivé vers la fin, mais on voyait quand même les participants. Alors c'était une compétition européenne avec tous les participants, les meilleurs d'Europe centrale, et je crois qu'il y avait aussi des Européens occidentaux. Je crois que j'ai reconnu une championne très connue, non c'est pas une Suédoise, je ne me souviens plus. Donc parce que j'ai regardé après les images sur internet, parce que ce n'était pas ma spécialité, ce sport, et je me suis aperçu qu'il y avait essentiellement des Blancs et des Asiatiques qui étaient venus participer à cette compétition hongroise, qui était une compétition de 117 km. Donc imaginez courir d'une traite 117 km, c'est pas donné à tout le monde, mais il y en a qui sont encore plus longues. Donc ce qui est étonnant justement dans ces compétitions, dans ces courses de fond, c'est que l'on retrouve essentiellement des Blancs. Et on ne retrouve plus d'Africains, et particulièrement de Subsahariens, les Subsahariens qui, en général, gagnent et triomphent donc sur toutes les distances inférieures à 40 km, on peut même aller jusqu'à 50, peut-être 60, mais on retrouve les grands coureurs de marathon, en général, chez les Africains d'Afrique de l'Est, éthiopiens, kenyans, qui font toujours les podiums et qui courent vraiment très très vite cette distance. Alors que sur les distances plus longues, là, on voit les Européens, donc les hommes du Nord, reprendre, à ce moment-là, reprendre le niveau, et c'est eux qui font les podiums, et on ne retrouve plus du tout quasiment d'Africains. Alors on pourrait se dire c'est culturel, non, ce n'est pas culturel, c'est comme les Africains de l'Est qui vont gagner sur des marathons, ce n'est pas que culturel, c'est essentiellement génétique, et puis je vais vous expliquer qu'il y a des facteurs génétiques qui sont des adaptations climatiques qui font que certains peuples, certaines communautés, certains groupes d'individus vivant sous certains climats, sous certains milieux, vont gagner dans certains sports. Et là, c'est très intéressant de s'apercevoir sur les courses de fond que l'on se retrouve avec essentiellement sur les longues distances jusqu'à 40 km des Africains, souvent des Africains de l'Est. On a aussi des Maghrébins qui sont souvent sur ces distances. Et quand on passe en distance supérieure, on se retrouve avec des Blancs. Et alors, c'est très simple à comprendre. Je vais vous faire un petit topo là-dessus. Vous allez voir, c'est très très intelligent. Tout ça est énergétique, tout simplement. Prendre et conserver la calorie, et éviter de la gaspiller pour rien. Faire des réserves s'il y a des manques. Donc, on va s'apercevoir que les gens qui gagnent sur ces distances, en fonction de la distance, sont en fin de compte des gens qui ont des adaptations particulières à certains milieux. Alors, pourquoi les Africains, les Kenyans et les Africains, plutôt les Kenyans et les Éthiopiens gagnent sur les distances, les marathons, le classique, la distance de 40 km, qui est longue distance, mais pas l'hyper-marathon, le trail, ce qu'on appelle le trail, qui sont des Blancs. Pourquoi ils gagnent là-dessus? Tout simplement parce que Éthiopiens et Kenyans ont des morphologies parfaitement adaptées à ces distances, c'est-à-dire qu'ils sont très légers, ce sont des hommes de taille petite en général, ou moyenne, en général de structure très légère, donc c'est pas lourd à traîner, donc une structure, un corps, un ensemble musculo-tendineux et un ensemble osseux, un corps peu lourd, en même temps une structure musculo-tendineuse adaptée à l'économie. Donc comme les Kenyans et les Éthiopiens vivent dans des
climat relativement chaud. Ce sont, même si les Éthiopiens sont en altitude, il fait un peu plus froid chez eux, ce sont quand même des hommes qui vivent dans un milieu ensoleillé, dans un milieu où il fait quand même relativement chaud toute l'année, avec pas des hivers très rigoureux, avec l'Éthiopie, sur les hauts plateaux, est déjà plus froid, donc c'est un climat plutôt méditerranéen, des fois par endroits, il y a même des sapins, mais ce sont des gens qui ont cette morphologie typique africaine, qui est une morphologie basée sur l'économie et sur le fait que quand un Africain se déplace, il va éviter de monter en surchauffe, puisqu'il se trouve en général dans une latitude proche de l'équateur, donc où il y a beaucoup de soleil, où son corps, à ce moment-là, se mettant en mouvement, risquerait de produire trop de chaleur. Donc il a tout un système qui est fait pour ne pas produire de la chaleur. Donc très bonne sudation, une sudation adaptée justement à l'évacuation calorique pour ne pas monter en surchauffe. Donc l'Africain, en général, n'a pas de problème pour trouver de l'eau, puisque en Afrique tropicale ou en Afrique, alors l'Éthiopie c'est un peu différent, mais il y a quand même beaucoup d'eau, et au Kenya il y a quand même de l'eau aussi, bien qu'il fasse très chaud, donc pas de problème pour trouver de l'eau, s'hydrater suffisamment pour pouvoir transpirer sous un soleil de plomb. Donc très bonne micro-transpiration, ne transpire ni trop comme un blanc au soleil qui va couler, ce n'est pas efficace puisqu'il ne va pas y avoir une très bonne évacuation énergétique avec de la flotte qui va ruisseler sur vous. Il faut que cette eau tout de suite parte en vapeur par une micro-transpiration extrêmement efficace. Donc il y a chez ces gens-là une très bonne microtranspiration permanente, ils transpirent beaucoup, mais ça ne ruisselle pas, donc il y a une très très bonne, par homéostasie, évacuation de la température du corps. Donc cette température justement va s'évacuer, cette agitation moléculaire du corps, cette agitation va se transmettre au milieu par l'intermédiaire de la transpiration, donc ça va éviter de faire monter en surchauffe le corps, qui risquerait à ce moment-là de faire monter en surchauffe essentiellement le cerveau, et le fonctionnement de tous les organes ne pourraient plus bien fonctionner, il y aura un coup de chaud et on peut mourir. Donc évacuer la chaleur et surtout ne pas produire trop de chaleur quand on court. Et tout ça, il y a donc, pour pas que les muscles produisent trop de chaleur, il y a des muscles très économiques qui sont très très courts, avec de grands tendons pour pouvoir, lors des déplacements, utiliser la restitution énergétique de la force du poids qui tombe dans ces tendons qui jouent comme des élastiques en se tendant, particulièrement les tendons des mollets, les tendons des ischios aussi, qui récupèrent l'énergie cinétique et qui la restituent à la propulsion. Donc la phase d'approche d'attaque au sol, il y a accumulation de l'énergie, et ensuite on restitue lors de la phase de propulsion, pareil dans les ischios. Donc ce sont des gens qui ont des tout petits mollets, tout en tendons. En fin de compte, ce sont des lames, c'est comme des lames de ressort de voiture. C'est comme, vous savez, il y avait un personnage de bande dessinée quand il était petit, qui s'appelait Zébulon, qui sautait sur son ressort. Un Africain, c'est un peu un Zébulon. Il a des tendons aux mollets qui jouent comme des ressorts et qui lui permettent de courir d'une façon économique en utilisant la chute de son corps, dont l'énergie de cette chute de ce corps va être récupérée dans toute la masse tendineuse très longue de ces mollets. Les mollets d'Africains, vous qui me regardez, vous savez très bien que la plupart, pas tous, mais aussi les Camerounais ont souvent des gros mollets, des fois des Congolais aussi, on peut en trouver avec des gros mollets, mais en général, sous ces zones très chaudes sahéliennes où il n'y a pas de forêt dense, mais il y a quand même beaucoup d'eau, c'est quand même relativement humide, il y a des zones de savane, il y a une morphologie typique avec des mollets très fins. Donc, peu de poids dans les jambes proportionnellement longues, buste court, peu de réserve graisseuse dans le ventre puisqu'on n'a pas à passer l'hiver, donc un corps parfaitement adapté, léger, sans trop de réserve. On va plus fonctionner aux glucides plutôt qu'aux réserves énergétiques de gras contenus dans l'organisme. Donc, ils sont très très performants sur les 40 km, car corps léger, très bonne sudation, il ne monte pas en surchauffe, récupération d'énergie dans les tendons, membres très légers avec tous les muscles montés vers le centre de gravité, vers les fessiers et les jambes en
en carottes très fines, partant vers le bas, donc pas beaucoup de poids à porter, ils n'ont pas de lest de cheville, comme pour avoir un montagnard tibétain, si vous voulez. Donc, très très bonne morphologie, et c'est pour ça qu'ils gagnent sur les 40 km. Le problème, c'est qu'on ne les voit plus après les 40-50 km, car à ce moment-là, leur organisme, il va tout simplement tomber en panne d'énergie, parce qu'ils n'ont pas assez de réserve de graisse. Alors, ils fonctionnent un peu sur le gras, mais beaucoup moins, parce que ce sont des régions souvent un peu moins riches que des régions tropicales, subsahariennes, tropicales humides, proches de l'équateur, vraiment, mais un peu de gras, mais il est souvent dans le ventre, mais peu quand même, et donc ces gens-là sont parfaitement adaptés, mais sur les longues distances, ils vont tomber en panne d'énergie à partir de 40-50 km. Ils vont se retrouver sans glucose, sans sucre, que l'organisme ne pourra plus récupérer son sucre qui était stocké dans le corps, tout simplement. Donc, on va se retrouver à ce moment-là avec les Européens et les Asiatiques, et souvent les Européens, parce que c'est aussi traditionnel, qui vont prendre le relais et qui vont à ce moment-là gagner les distances, sur les distances plus longues. Alors, ils sont beaucoup moins performants sur les courtes distances parce que leur corps est en général plus grand et plus lourd, et ce corps plus lent et plus lourd donc, demande un plus gros moteur pour être utilisé, donc c'est beaucoup plus dur, et en plus ils ont souvent des mollets beaucoup plus volumineux. J'étais aujourd'hui sur une course de trail, et je regardais tous ces coureurs avaient de gros mollets, en général, souvent, pas tous, mais souvent des gros mollets, souvent une peau assez épaisse, ils n'ont pratiquement plus de gras, mais on s'aperçoit que ce sont quand même des gens avec une peau assez épaisse. Beaucoup de participants avaient un petit ventre, alors pas les super champions bien sûr, parce que eux s'habituent vraiment avec leur entraînement, perdent tout leur gras, mais ils ont quand même cette capacité à stocker du gras, et puis chez les femmes, cette capacité à stocker du gras dans les fesses à l'européenne, qui permet donc aux Européens de continuer à courir, même s'ils sont plus lents, quand ils arrivent par-delà les 40 km. Alors ils sont plus lents jusqu'à 40 km, mais ils continuent lentement, beaucoup plus longtemps, ce qui leur permet de gagner ces ultra-trails parce qu'ils ont beaucoup de réserves de gras comparativement à un Africain de l'Est qui, eux, gagnent souvent sur les distances inférieures. Vous voyez, tout est histoire de morphologie. Alors en plus, l'Européen, avec ses gros mollets, en général, qui est une adaptation au froid que nous avons héritée de nos premiers ancêtres européens, on peut même dire des pré-néandertaliens. Nous avons été métissés à des néandertaliens ensuite, et nous avons sûrement cette morphologie à jambes plus volumineuses vers le bas, qui est un héritage génétique, on le verra plus tard, mais j'ai toujours raison quand je dis ça, de nos ancêtres néandertaliens, l'ayant eux-mêmes hérité de leurs ancêtres qui étaient les premiers à coloniser l'Europe sans feu, donc confrontés à des hivers très rigoureux et besoin de conserver la chaleur. Alors, ils avaient des pots de bête bien sûr, mais pas de feu. Imaginez-vous ce que c'est qu'un -10 ou -15 sans feu tout l'hiver. Il fallait qu'il y ait une sacrée résistance. Cette résistance s'est faite sur une sacrée sélection, donc une morphologie typiquement européenne, faite pour produire de la chaleur dans les membres inférieurs, mais aussi pour stocker beaucoup d'énergie sous forme de gras pour passer la mauvaise saison. Et cette énergie faite pour à la base passer l'hiver peut être utilisée pour gagner sur de la longue distance. Alors il n'y a pas que les coureurs de trail qui sont impressionnants, nous avons, nous les Européens, vécu des guerres terrifiantes, et on peut s'apercevoir par exemple que pendant la campagne de Russie avec Napoléon, nous avons vu des fuites, par exemple, de l'armée française pendant des kilomètres et des kilomètres, avec une sélection terrifiante des plus résistants qui parcouraient des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres tous les jours, poursuivis par les Russes qui avaient décidé de ne pas mener le combat, mais d'épuiser les Français en les faisant marcher. Mais on s'est aperçu qu'il y en a quand même qui ont survécu et que l'Européen est capable de marcher des kilomètres avec son sac à dos, de marcher ou de même de courir, mais une résistance, il y a une résistance de l'Européen tout simplement car il est capable de vivre sur ses réserves graisseuses qui peuvent le faire tenir très
très très longtemps. Voilà. Donc c'est pour ça que les Européens sont des hommes résistants, car ils ont cette capacité de résister sans beaucoup de calories, résister à la mort de la nature, à l'hiver, ce qui leur permet de résister sur des trails, parce que nous sommes programmés pour stocker du gras et le restituer en période de pénurie. Donc on se retrouve avec des blancs, quelques asiatiques aussi, qui gagnent sur les ultra-trails. Alors dans les 12 meilleurs mondiaux d'ultra-trail, ce sont que des blancs, il n'y a pas un homme de couleur. Donc c'est un sport raciste, je rigole, mais c'est un sport de blanc, comme on pourrait dire le sprint, et globalement un sport de noirs, donc d'Africains subsahariens, parce qu'il y a des adaptations à des climats qui permettent aux gens justement d'être plus performants par leur morphologie. Alors l'Européen, lui, a des jambes courtes, en général beaucoup plus courtes, alors pas tout le temps, on voit pas mal de longilignes gagner sur les ultra-trails maintenant, et puis les longilignes, c'est souvent des gens qui ont eu une sélection, sûrement parce qu'il y a des buveurs de lait génétiques, donc des sélections sur les individus grands. Donc on a quelques longilignes aussi, on n'a pas de longilignes en Europe, longilignes, mais pour d'autres raisons, pas pour la raison d'une meilleure évacuation de chaleur. Vous savez qu'un Africain est en général plus longiligne qu'un Européen, pour la bonne raison qu'un corps longiligne avec de grands bras est un corps qui a plus un petit buste, donc de grands bras. Alors, longiligne ne veut pas dire grand, veut dire proportionnellement long bras, longues jambes et petit buste. Donc c'est un corps qui a proportionnellement plus de peau qu'un corps court avec des jambes courtes et des bras courts et un grand buste. Grand buste chez les Européens fait pour accueillir de la réserve énergétique interne du gras, mais aussi extérieure, pour passer l'hiver. C'est typiquement une morphologie européenne. Donc on s'aperçoit que le fait d'être africain déjà permet aux Africains d'avoir de plus grandes jambes, donc de faire de plus grandes enjambées et d'avoir un meilleur avantage, parce qu'avoir un buste court et de grandes jambes fait qu'on a plus de peau et qu'on évacue plus facilement la chaleur par cette peau, par le principe de l'homéostasie, donc qui est de passer l'agitation moléculaire, donc la chaleur du corps, à l'extérieur pour unifier. Alors ça s'unifie, c'est un principe qui fait qu'il y a une unification de l'agitation moléculaire, et si un corps est chaud, dans un milieu plus froid, il va progressivement passer son agitation moléculaire, la chaleur étant l'agitation moléculaire du corps, donc il va passer justement son agitation moléculaire, à l'extérieur, il va y avoir une homéostasie, une mise en conformité de cette agitation moléculaire. Donc il y aura sûrement une petite augmentation du milieu externe, mais ça sera tellement infime que nous ne l'apercevrons pas. Voilà. Donc l'Africain, lui, il fait des grandes jambes, l'Européen parfois de grandes jambes, et on voit des fois des Européens longilignes parce qu'ils ont bu du lait. Ce sont des gens issus de lignées ayant bu beaucoup de lait, ayant eu accès à beaucoup de nourriture, donc qui ont sélectionné des individus pouvant grandir et pouvant survivre avec des mutations entraînant une accélération de la croissance des os. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui peuvent avoir assez de calcium dans leur alimentation pour supporter cette mutation accélérant la croissance des os. Il faut savoir que si il n'y a pas assez de calcium dans le milieu ambiant, donc le calcium fourni en général par le lait, si vous êtes grand, vous allez faire de l'ostéoporose si vous mangez pas assez de calcium, tout simplement. Et si vous avez si vous êtes grand, c'est-à-dire que vous avez cette mutation qui fait que vous allez avoir une accélération de la prolifération des cellules au niveau des cartilages de conjugaison, souvent au niveau des zones où grandit l'os. Donc ça, ce sont des mutations qui entraînent la vitesse de progression, de la vitesse de croissance des os. Donc les Nordiques sont qui sont longilignes, comme les Allemands, ou même les Suédois, sont des scellés, ou même toute la Baltique Sud, tous les Estoniens, tout ça, sont des gens qui ont été sélectionnés, qui ont eu une sélection génétique sur
les individus ayant, il n'y a pas eu de sélection sur les grands, il n'y a pas eu une annihilation des grands en cas de carence, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps eu à manger, tout le temps eu assez de calcium, donc les grands n'ont pas été éliminés parce qu'ils ont toujours eu assez de calcium et assez de briques, on va dire, énergétiques, donc de protéines, d'hydrates de carbone, pour bâtir les muscles et pour bâtir les os d'un grand corps, parce qu'il y avait du lait, tout simplement, qui apportait la possibilité d'avoir plus de gras, plus de protéines et plus de calcium pour bâtir ces os. Donc on voit des gens assez grands, hein, et ces gens assez grands sont aussi gras, et on voit quelquefois des Nordiques, hein, pas mal d'Américains, des gens qui peuvent gagner sur ces concours. Alors, les 12 meilleurs mondiaux, c'est des Blancs, alors des Blancs, hein, donc il y a un Espagnol qui est très très fort, il y a des Français, alors pas mal de Français, il y a le François Daen, qui mesure 1m92, donc de grandes enjambées, du gras, hein, et un peu de gras, mais ça ne se voit pas, parce qu'il est quand même relativement sec, mais un individu plus gras que les Africains, avec des réserves de gras sûrement internes aussi dans ses viscères, hein, donc qui est très fort. Dans des Canadiens, nous avons un autre Français, Xavier Thévenard, hein, et on voit qu'on n'a que des Blancs, hein, sur les 12 meilleurs mondiaux, entre hommes et femmes, c'est que des Blancs. Alors, maintenant, on a aussi des Maghrébins, hein, qui sont très forts, mais ils sont très forts dans un milieu bien particulier, qui est le milieu des courses très chaudes. En milieu très chaud, on voit ces adaptations. Et nous avons par exemple dans le marathon des sables des Marocains, hein, qui se passe au Maroc, des Marocains qui gagnent, et les Blancs ne rivalisent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas une très bonne thermorégulation au chaud, hein, les muscles des Blancs étant faits à la base pour produire de la chaleur, pour éviter de geler, pour éviter les blessures en cas de froid hivernal, et puis continuer à chasser. C'est des héritages que nous avons eus de nos ancêtres préhistoriques, hein, bien sûr, hein, mais qui ont continué à se passer et qui continuent à exister maintenant. Hein. Nous, on a des gros muscles, les Européens ont en général des mollets plus importants que les Maghrébins, qui eux ont en général des mollets plus courts, souvent un corps habitué à restituer l'énergie, puisqu'ils n'ont pas à produire de l'énergie, puisque c'est un corps habitué au chaud, mais le Maghrébin a souvent des réserves de gras, vous savez, cette bouée autour de la taille typique, mais il est aussi dans les viscères, hein, qui fait qu'il a plus de gras que les Africains, ce qui l'alourdit proportionnellement un peu pour les courses de fond, hein, et puis il a une morphologie moins longiligne que l'Africain subsaharien, parce qu'il est souvent plus couvert, comme c'est sec, hein. Il y a une culture des habits aussi qui est très vieille, hein, donc on n'a pas besoin de thermoréguler par l'extérieur, et comme c'est un milieu relativement aride, on va conserver l'eau, et donc on a une transpiration moins abondante que l'Africain subsaharien. On a des mollets en restitution d'énergie comme lui, souvent, on est assez tendineux, mais on a un muscle qui ne produit pas trop de chaleur, hein, mais par contre on a un peu de gras, donc on est parfaitement adapté pour les courses en milieu très 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 chaud, de longue distance, et là nous avons les Marocains particulièrement, qui gagnent beaucoup de compétitions donc, dans ce domaine, donc les marathons des sables. Évidemment, les petits Éthiopiens, les petits Kenyans sont les meilleurs parce que leur morphologie est typiquement adaptée aux courses jusqu'à 40 km, mais après, on voit que dans les courses très longues, il y a même au marathon des sables une épreuve de 130 km, on voit que les Marocains peuvent tenir parce qu'ils sont au chaud, donc ils sont habitués au chaud, hein. Ils conservent leur eau à l'intérieur. Un Africain subsaharien transpirera beaucoup plus qu'un Marocain, donc déjà il va être gêné par l'excès d'évacuation d'eau, hein, mais aussi il aura moins de réserves de graisse, puisque les Marocains et tous les Maghrébins sont des gens qui vivent en milieu à calories limitées, hein, donc c'est pas pauvre, mais c'est coincé entre la Méditerranée et le désert, et c'est un climat méditerranéen, relativement sec, même plus sec que la Méditerranée du Nord européenne, où la calorie n'est pas si abondante que ça, et où il y a souvent des disettes ou des famines dues à une surpopulation ou une sécheresse excessive. Donc ceux qui survivent, c'est ceux qui sont un peu gras. Donc tout le temps la célèbre bouée autour de la taille, autour des hanches, qu'ont certains Maghrébins. Mais ce qui fait que ça fait quand même des très très bons coureurs pour les trails, et les hyper-trails, comme ils disent, hein, mais les hyper-trails en climat super chaud, parce que l'Européen, lui, va être plus performant en
hypertrail en climat froid. Tout simplement parce que il a des muscles qui vont produire plus de chaleur, ils vont être beaucoup plus efficaces, ils vont moins se blesser dans ces climats froids et ils vont être beaucoup plus performants, surtout qu'ils ont en général, ils sont en général un peu plus grands et ils vont pouvoir en général faire de plus grandes enjambées. Alors le français, comme je disais, le français François Daen, il est 1m92 quand même, et c'est un des meilleurs mondiaux. Hein. Il est tout maigre, il a quand même un grand buste, mais un grand buste à ce niveau-là, mais il a quand même de grandes jambes, et c'est quelqu'un qui est très performant. On a pas mal de types d'Européens relativement longilignes, un petit peu gras, mais ça se voit pas trop, mais avec beaucoup plus de gras que les Africains, longilignes parce qu'ils peuvent faire des grandes enjambées, hein, et très résistants, et qui vont courir 100, 110, 120, 130, 150 km d'un coup. Voilà. Alors on pourrait dire, oui, mais alors dans ce cas-là, on va avoir aussi les Tibétains qui vont être très forts, ces hommes d'altitude, hein. Et bien pas du tout. Hein. Tibétains et Sherpas des Palais sont résistants à la marche, mais en hyper-trail à altitude classique, ils vont avoir de graves problèmes parce que ce sont des gens qui ont des adaptations au froid. Alors adaptation au froid dit gros mollets, donc ça va déjà les ralentir, hein, parce qu'on est en adaptation au froid, on a quand même des gros mollets. Les Européens, ceux qui gagnent ont des gros mollets, mais pas si gros que ça quand même. Hein. Et en plus, donc eux, ils ne gagneront jamais sur 40 km bien sûr, et en plus, ils ont tendance, à cause de la vie en altitude, à avoir une meilleure métabolisation du sucre que du gras, parce qu'en altitude, le gras, donc l'accumulation de gras, est bien moins efficace qu'accumuler plus de sucre dans l'organisme. Tout simplement parce que le gras demande beaucoup plus d'oxygène pour pouvoir être utilisé. Donc le comburant, hein, parce qu'il y aura un système, une métabolisation du gras pour transformer ce gras en énergie qui demande beaucoup d'oxygène, beaucoup plus d'oxygène, et comme l'oxygène est raréfié en altitude, et ben on n'a pas intérêt de faire fonctionner trop l'organisme avec du gras en altitude, car ça demanderait à l'organisme de pomper, de respirer beaucoup trop, hein, pour apporter beaucoup d'oxygène, pour pouvoir permettre la combustion, l'utilisation de ce gras, hein, pour produire du mouvement. Hein. Donc, en altitude, oxygène raréfié, donc on va plutôt fonctionner sucre, alors qu'au niveau du plancher des vaches, l'oxygène étant plus abondante, on peut utiliser le gras comme combustible, comme combustible, hein, l'oxygène étant le comburant, car il y a assez d'oxygène pour rendre à ce moment-là le gras parfaitement utile, parfaitement utilisable et économique, si vous voulez, pour son utilisation. Donc on peut stocker beaucoup de gras quand on est un Européen qui vit à des altitudes pas trop hautes, hein, alors que quand on est un Tibétain ou un Sherpa, on a un métabolisme différent, plus basé, alors évidemment ils accumulent du gras aussi, mais en général plus basés sur du stockage de sucre dans l'organisme. Voilà, pour résister au froid et utiliser l'oxygène pour justement, qui est le comburant du carbone, pour pouvoir chauffer l'organisme et aussi déplacer l'organisme, surtout déplacer l'organisme par le travail musculaire, mais aussi le chauffer. Voilà, petite vidéo intéressante. Vous voyez que nous sommes les enfants du climat, que tout est... que le climat forme des individus et que ces individus auront des spécificités pour tel ou tel sport. Voilà, petite vidéo d'une demi-heure. Bon, elle n'était pas très préparée, mais j'espère que vous avez compris que selon l'endroit où l'on est né, où notre lignée s'est développée, nous allons avoir des facilités pour tel ou tel sport. Voilà, c'est simple, hein. Vous voyez, tout est énergétique, tout est basé sur l'énergie. L'apprendre pour rester en vie, l'apprendre pour se déplacer et ne pas trop monter en surchauffe quand on est en Afrique, hein, ou produire de la chaleur quand on est
en Europe pour pas geler. Voilà, pour dire par le corps même. C'était Frédéric Delavier, 30 minutes. 30 minutes de vidéo et d'instruction. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Salut, à bientôt.